Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle à nouveau AI marketing puisque les dernières vidéos que j'ai faites sur le sujet ont soulevé beaucoup de questions, beaucoup de commentaires et même d'emails que j'ai reçus. Et tu verras que dans cette vidéo, je vais t'apporter des éléments supplémentaires qui vont très certainement t'aider à construire ta position autour d'AI marketing. Je t'explique tout en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles opportunités que je publie ici. Et enfin, si tu veux faire comme moi à mes débuts et gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour seulement, alors il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives. Des méthodes qui permettent de faire les premiers pas dans le business en ligne, très simplement donc en étant débutant. En attendant, juste après l'intro, je te donne les éléments supplémentaires autour de AI marketing. A tout de suite. J'ai eu beaucoup de questions en me disant, par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, donc le fameux sujet autour du gain maximal qui est évoqué, qui est affiché sur Admitad, beaucoup de questions qui me disent, mais Vincent, tu parles beaucoup de Admitad, mais au final, il y a beaucoup d'autres partenaires, beaucoup d'autres plateformes avec lesquelles AI Marketing travaille. Donc, pourquoi se focaliser que sur Admitad? Donc, on va voir justement, dans ta partie vente, donc ce que tu génères comme cashback tous les jours, quelle est la part qui provient d'Admitad et quelle est la part qui provient des autres plateformes. Donc on va revenir très rapidement sur la partie gain maximal. On va voir est-ce que AI Marketing est sécurisé dans son modèle économique et on va voir les 20 000 boutiques qui sont affichées sur AI Marketing. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'il y a réellement 20 000 boutiques de cashback sur AI Marketing? Ensuite, deuxième chapitre, on va analyser une journée de pub avec AI Marketing grâce aux stats non affichées sur le site internet. Donc on va faire vraiment une analyse pour comprendre plusieurs choses et on verra que ce deuxième chapitre pourrait potentiellement, ou du moins ce sera à toi de me le dire, est-ce que ce deuxième chapitre donne le coup de grâce à la position, à la vision que tu as sur AI Marketing. Ce sera à toi de me le dire en commentaire. Donc grâce à cette partie, grâce à ce chapitre, on va découvrir le fonctionnement d'une campagne de publicité de manière générale, pas forcément focalisée sur AI Marketing. Et ensuite, on va faire parler les chiffres de AI Marketing. Donc, on va les analyser pour comprendre le mécanisme des campagnes de pub qui sont générées par AI Marketing. Et enfin, troisième et dernier chapitre, je vais te donner ma recommandation personnelle sur AI Marketing, ce que je te conseille de faire, d'accord, par rapport à la situation actuelle et les éléments qu'on peut avoir dans l'avancée de l'enquête autour d'AI Marketing. Donc, premier chapitre, dans tes ventes, quelle est la part d'agrégateur qui provient d'Admitad? Donc, on va revenir très rapidement sur la partie gain maximal. On a vu dans les précédentes vidéos que ce qui posait problème et ce qui posait question, c'est que ici sur Admitad, on a les gains maximales d'hier qui est affiché, là par exemple à 62 200, qui est les bénéfices, donc plutôt les commissions générées par un seul éditeur. Donc un éditeur, c'est quelqu'un qui va promouvoir les produits d'un annonceur, en sachant que l'annonceur, c'est une entreprise qui va permettre donc aux éditeurs de faire la pub de ses produits. Par exemple, un annonceur, ça va être Decathlon qui va autoriser les éditeurs, donc des affiliés, à vendre ses vélos par exemple, ou ses produits de manière générale. Ok, donc il y a un éditeur hier par exemple qui a fait 62 200. Et ce que j'ai relevé comme problématique, c'est que étant donné que AI Marketing a majoritairement ses agrégateurs sur Admitad, ça voudrait dire que aussi il y a majoritairement son chiffre d'affaires qui est généré sur Admitad. Donc j'ai trouvé le chiffre très très faible par rapport à ce qui est affiché sur nos différents stats de nos différents robots à nous tous. D'accord? Donc ça, c'est la question qui a été soulevée. On a été encore un petit peu plus loin en évoquant qu'il n'y avait pas la possibilité de morale et technique de créer plusieurs comptes sur Admitad. Quand je dis morale, ça veut dire que dans les conditions générales de Admitad, c'est interdit clairement de créer plusieurs comptes. Et d'un point de vue technique, c'est que pour créer un compte, une fois qu'on a le compte, il ne suffit pas de créer le compte pour avoir tous les agrégateurs qui sont affiliés. Là, par exemple, sur mon compte, j'ai que 4 agrégateurs. Si je veux avoir tous les agrégateurs, il faut qu'à chaque fois, je tape le nom ici de l'agrégateur et que je fasse une demande pour le rejoindre. D'accord? Pour rejoindre le programme d'affiliation. Par exemple, ici, je veux envoyer pour validation. C'est-à-dire que je fais une demande, je dépose une demande, mais ça ne veut pas dire que Ormatech va accepter ma demande.
il acceptera ma demande ou la refusera en fonction du site internet que je vais annoncer comme étant celui sur lequel je vais promouvoir les produits Ormatech. Et donc c'est pour ça que techniquement c'est compliqué. Par exemple sur l'espace publicitaire, ici j'ai ajouté un site internet et il y a une partie technique, une partie de code que je vais devoir ajouter à mon site internet pour prouver à Admitad que c'est bien mon site internet. Puisqu'il n'y a que moi, Webmaster, qui peut avoir accès à la console de mon site internet pour ajouter ce codage. Donc ça veut dire que si iMarketing voulait créer plusieurs comptes sur Admitad, il faudrait qu'ils aient autant de sites internet différents ou de sites internet miroirs que de comptes qu'ils créent. Donc d'un point de vue technique, si c'est pas impossible, c'est au moins extrêmement compliqué. Et d'un point de vue de morale, dans tous les cas, c'est interdit. Donc si la personne qui va s'amuser à le faire va potentiellement pouvoir voir ses comptes supprimés à un moment ou un autre. Ceux qui disent le contraire et que oui, il faut braver les interdits machin, c'est qu'ils n'ont jamais eu de business où leur compte a été supprimé pour ça. Moi j'en ai déjà eu. Donc je sais que c'est très compliqué et que du coup, c'est dans tous les cas, un business qui fonctionne qui n'est pas dans les règles des conditions générales de ses partenaires, c'est un business qui est instable, qui peut s'écrouler à n'importe quel moment. Aucun architecte ne construirait une bâtisse sur du sable. C'est exactement le même principe. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour remettre un petit peu dans le contexte et pour enchaîner justement sur le premier chapitre, puisque il y a eu beaucoup de commentaires suite à la dernière vidéo que j'ai faite où on me dit « Mais Vincent, tu te focalises sur Admitad. Pourquoi ? C'est possible ici que le chiffre là, ce soit bien celui d'iMarketing et qu'ensuite les autres chiffres, le reste du chiffre en fait, soit dispatché sur les autres partenaires à iMarketing, les autres plateformes sur lesquelles iMarketing irait chercher les partenariats, donc les différents agrégateurs. Donc, on va aller, ce que j'ai fait du moins, c'est que j'ai regardé quelle est la part dans les ventes réalisées, quelle est la part des agrégateurs qui proviennent de Admitad et quelle est la part qui proviennent des autres plateformes. Donc pour ça, je n'ai pas utilisé mes propres chiffres, mes propres stats, c'est-à-dire que je n'ai pas moi-même fait les recherches. J'ai utilisé un logiciel externe qu'on connaît tous. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est simplement pour l'impartialité. Donc ici, logiciel AI Gestion, donc qui est mis en place et développé par iMarketing France, qui est donc une chaîne YouTube. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à aller regarder une partie qui est très intéressante. Il faut que je te la retrouve. Voilà, agrégateur. Ici, on va nous donner, donc par rapport à mes stats, par rapport à mes chiffres, ici donc que j'ai intégré au logiciel AI Gestion, on me dit que ici, j'ai tous les agrégateurs qui sont sur lesquels je vends le plus, d'accord, sur lesquels mon robot vend le plus. Donc ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai cliqué ici et j'ai extrait ensuite en Excel pour avoir des données tableur. Et on va les retrouver ici. Donc ici, j'ai tous les agrégateurs que mon robot vend. Par exemple, si on prend Kiwi, ici, bah, il représente 1,47% total de mes ventes. Mon cashback qui est à 9021,87 au total. D'accord? Donc 1,47, j'ai Ormatech qui représente 1,61, j'ai Jamalon qui représente 1,16 du total de mon chiffre d'affaires, etc. Donc ensuite, j'ai été regarder sur chacun de ces agrégateurs, d'accord? Parce que je ne me préoccupe pas des autres parce que apparemment, ils ne sont pas vendus par les robots. Donc, j'ai regardé uniquement pour ces agrégateurs d'où ils proviennent. Et je vais te montrer tout de suite comment j'ai fait pour que tu puisses leur produire de ton côté. Je suis allé voir dans le code tout simplement. J'ai appliqué simplement ce que iMarketing France a expliqué dans ses vidéos. Donc, par exemple, ici, si on va sur le site d'iMarketing, je pense qu'il va me demander de me connecter. Ok, donc là, je suis connecté à mon compte iMarketing. Donc, je vais aller ici dans les ventes et on va aller retrouver les différents agrégateurs. Donc on va le trouver dans le codage. Donc je vais faire clic droit, inspecter. Je pense que ceux qui suivent la chaîne YouTube de iMarketing France connaissent. Je vais aller dans Network, CTRL plus R pour rafraîchir ma page et je vais aller dans les Sales. Donc hop, il faut que je le retrouve, il est là. Ici, j'ai plusieurs éléments. Je vais développer ici. J'ai une liste ici qui correspond aux ventes réalisées, d'accord, qui correspond à ces ventes qu'on voit ici. Hein, par exemple ici, Florida et tout ça. Et juste en dessous, donc ça je ne vais pas le développer, je vais le laisser, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Je vais développer ici, service cashback. Et ici, j'ai tous les agrégateurs. Alors je vous fais remarquer juste sur ce point-là qu'ici on a 72 agrégateurs, d'accord? Et non 20 000. Pourquoi? Parce que ça on y reviendra peut-être après. Je vais d'abord terminer ma première explication, on reviendra plus tard sur ça. Donc ici on a 72 agrégateurs qui remontent dans le code. Ça veut dire qu'il y a potentiellement 72 agrégateurs
qui peuvent ici s'afficher dans les ventes. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé tout ça, j'ai développé tous les agrégateurs, et ensuite, j'ai été simplement les sélectionner pour les coller ici. Comme ça, j'ai collé le code qu'il y a présent sur la page de vente pour avoir tous les agrégateurs et surtout des éléments qui vont nous intéresser et tu vas comprendre pourquoi. Ensuite, ce que j'ai fait, je suis revenu sur mon tableur et j'ai pris chaque agrégateur un à un. Donc Kiwi, je l'ai sélectionné et je suis allé ici dans Admitad. Donc dans Programmes, mes programmes, ici dans le filtre principal des recherches, je vais mettre Kiwi. Et là, il me met que j'ai donc Kiwi qui est un des agrégateurs potentiels. Donc déjà, rien que ça me dit que Kiwi est disponible sur Admitad. Donc il y a de grandes chances que iMarketing les sélectionner, les pris en fait pour faire le partenariat depuis Admitad. Donc je vais quand même aller vérifier, je vais cliquer dessus. Et on voit ici que dans mon lien, il y a quelque chose qui a changé. J'ai ici un numéro d'ID. D'accord? Donc c'est un numéro qui correspond au partenariat Kiwi. Donc 18 696. Je le copie. Donc CTRL, je le copie. Je vais aller ici dans mon Word et je vais te montrer exactement comment j'ai fait. J'ai fait CTRL plus F pour rechercher une donnée et je vais coller donc 18 696. Donc il m'a trouvé. Ici ID 18 696 et on va regarder à quoi ça correspond. Kiwi. Ok, donc il provient d'Admitad. On continue la recherche. Je vais le faire deux fois pour bien que tu comprennes le principe. Ici, Dominos. Je le sélectionne. Je reviens sur Admitad. Mes programmes. Recherche. Je le colle. Domino's Pizza. Ici. Voilà. Ici, j'ai mon numéro ID Domino's Pizza. Donc 16 691. Je le copie. Je vais ici. Je le colle dans mon code que j'ai mis sur Word. Donc 16 691, il me le trouve ici, 16 691, et on va regarder, voilà, Domino's Pizza. Donc il vient aussi d'Admitad. Et j'ai répété ça pour chaque agrégateur qui sont responsables des ventes de mon robot. D'accord? Donc les agrégateurs qui sont vendus par mon robot. Et on voit ici que tout ce qui est en rouge provient d'Admitad et tout le reste, tous les jaunes, c'est autre. Donc quand on fait un rapport en pourcentage, donc en volume, c'est-à-dire en nombre, en quantité, on a Admitad qui représente 85% des agrégateurs. Donc mon robot vend à 85% des agrégateurs qui proviennent d'Admitad. Et autres en volume, donc 15%. 15% seulement proviennent des plateformes externes à Admitad. Et tu peux t'amuser à faire exactement la même chose sur ton robot, parce que ce sera exactement les mêmes chiffres, à 1% près peut-être. Et j'ai regardé en chiffre d'affaires combien ça correspond. Donc le calcul, il est simple. J'ai fait ici le chiffre d'affaires total généré par les agrégateurs qui proviennent d'Admitad divisé par le chiffre d'affaires total de cashback. Donc ça fait ici qu'on a 84% de mon cashback qui est généré par Admitad, par des agrégateurs qui proviennent d'Admitad, et 16% qui est généré par des agrégateurs qui proviennent de autres que Admitad. Donc on voit que majoritairement les agrégateurs proviennent de Admitad. Ça veut donc dire qu'on en revient à notre problématique de base qui est pourquoi ce montant est si faible. Et on reste planté sur ce problème puisque, à mon sens, il n'y a rien qui l'explique pour le moment. Il n'y a absolument rien qui l'explique. Pour terminer ce premier chapitre, 20 000 boutiques en ligne. Est-ce qu'il y a réellement 20 000 boutiques en ligne? Donc 20 000 agrégateurs différents sur iMarketing. C'est ce que dit iMarketing lorsqu'on va ici sur sa page d'accueil. Je vais ouvrir une page indépendante pour qu'on puisse le constater ensemble. Voilà, donc ici sur la page d'accueil, on a plus de 20 000 boutiques de cashback en ligne. Ok. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais attention, ce n'est pas 20 000 boutiques en ligne que ton robot va vendre. C'est 20 000 boutiques qui sont disponibles. Lorsqu'on va dans achat au rabais, on a tout un tas de boutiques différentes. D'accord? Mais on a bien vu que dans le codage des ventes, il y en avait seulement 74 qui étaient pris en compte par le robot. 74 seulement qui sont vendus par le robot. Donc voilà, ça c'est simplement la petite précision pour terminer ce premier chapitre. Donc en clair, pour répondre à la première question, dans les ventes, quelle est la part des agrégateurs qui proviennent de Admitad? On a vu que c'est 85%, donc une écrasante majorité.
Maintenant, on passe au deuxième chapitre et on va analyser une journée de pub avec iMarketing grâce aux stats non affichées sur le site internet. Et est-ce que l'information que je vais te donner tout de suite est un coup de grâce à iMarketing? Ce sera à toi de me le dire et d'en débattre en commentaire de cette vidéo. Toujours dans cette même idée, c'est qu'on est plus intelligent à plusieurs. J'ai une vision des choses. Plus j'avance dans l'enquête, plus ma vision se concrétise. Maintenant, je peux me tromper. Et c'est à toi de me dire pourquoi tu penses que je me suis trompé ou pourquoi tu penses que j'ai raison. Donc n'hésite pas à me le dire, c'est comme ça qu'on avancera et c'est comme ça qu'on arrivera vers une vraie vérité autour d'iMarketing. Donc, avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer le fonctionnement d'une publicité. Très simplifié, de manière à ce que tu puisses vraiment bien comprendre le schéma d'une pub. Le schéma d'une pub, c'est qu'on va avoir ici, par exemple, un encart publicitaire. D'accord? Donc, on va dire... Si on prend un exemple concret, je vais acheter un vélo, je vais taper achat vélo sur internet, j'ai des encarts ici et voilà, ici annonce, j'ai une publicité. D'accord? Donc ça c'est un encart publicitaire. Et pour que desportvillage.fr s'affiche ici, il est passé par Google Ads. D'accord? Google Ads, c'est une plateforme c'est la plateforme qui est gérée par Google et qui permet de faire de la publicité sur différents réseaux, que ce soit YouTube Ads ou Google Ads par exemple, avec différentes stratégies. D'accord? Donc display, in-stream, tout ce qu'on veut. Ça, c'est des termes techniques, je ne veux pas te perdre et ne réfléchis pas à ces termes techniques, c'est pas important. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il y a un encart publicitaire et qu'une entreprise, lorsqu'elle veut s'afficher ici, elle va payer, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que là, moi, j'ai vu la publicité. Eh ben, l'annonceur, qui est desportvillage.fr, ne paye pas pour ça. Il paye seulement à partir du moment où je clique. Comment il a fait pour s'afficher ici? Alors que certainement, pour vendre un vélo, il y avait peut-être aussi Decathlon sur le coup, peut-être d'autres marques de sport qui veulent aussi me vendre un vélo et qui ont aussi de la publicité. Pourquoi c'est eux qui s'affichent sous mes yeux et pas Decathlon ou un autre? Parce qu'il y a un système d'enchères. Ça veut dire que au moment où, je vais revenir ici, au moment où j'ai mon encart publicitaire ici, je vais avoir ici, par exemple, Decathlon. Ici, je vais avoir une autre marque. Ici, une autre marque. D'accord? Donc, 1, 2, 3 marques. Moi, j'ai tapé achat vélo. Donc, ces 3 marques-là, elles se disent, OK, toutes les personnes qui vont taper achat vélo, je veux qu'elles voient ma pub. OK? Et je suis prêt à payer 0,15 centimes pour qu'elles voient ma pub par clic. Donc, s'ils cliquent sur ma pub, je suis prêt à payer 15 centimes. OK, moi aussi, je veux achat vélo. D'accord? Je veux le mot-clé achat vélo et moi je suis prêt à payer 10 centimes. Etc. Donc là c'est pareil, la troisième marque, Decathlon, il dit ouais moi aussi, je veux que ceux qui tapent achat vélo, ils tombent sur ma pub. Moi je suis prêt à mettre 0,20 centimes. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'au moment où moi je tape mon mot-clé, il y a en fait une salle d'enchères qui va s'ouvrir et celui qui va gagner son enchère ici, donc là en l'occurrence ça va être lui, au moment où la pub doit s'afficher, c'est lui qui gagne l'enchère, donc il s'affiche. Il s'affiche ici. Achat vélo, Decathlon. Voilà, donc je vois sa pub. C'est pas parce que je vois sa pub qu'il perd ses 20 centimes. C'est juste que si je clique, ben l'enchère qu'il y aura eu ici aura défini le prix du clic. Ça veut dire que j'aurai cliqué sur le lien et du coup ça va lui faire dépenser 20 centimes à l'annonceur. Que j'achète le produit ou que je n'achète pas le produit. D'accord? Donc ça c'est important que tu comprennes ce principe-là pour la suite. Pour que tu comprennes ensuite les chiffres et l'analyse que je vais te donner dans ce que j'ai trouvé autour d'iMarketing dans les statistiques à la journée, des statistiques qui ne sont pas affichées. Okay? Donc là, on a la mécanique, le fonctionnement d'une publicité. Et ça se reproduit comme ça à l'infini. Plus l'enchère est importante, plus on a de chance d'être affiché. Et plus on a de chance que des gens cliquent. Mais plus l'enchère est importante, plus ça va être compliqué de rentrer dans ses coûts. Parce que forcément, on va avoir plus de coûts et peut-être un peu moins de rendement. Ça dépend de l'efficacité justement de la publicité. C'est pour ça qu'on dit qu'une pub a un lancement, une vie et une mort. Le lancement, généralement, c'est quand les gens découvrent la pub, donc quelque chose de nouveau, on s'y intéresse. Ensuite, il y a une vie, donc là, on est en train de susciter vraiment la curiosité des gens, donc ils s'y intéressent, ils achètent, ils cliquent, et au bout d'un moment, on voit toujours la même pub, et elle disparaît. L'effet disparaît, c'est-à-dire que les gens, ils ont déjà cliqué dessus, ils ont déjà vu, ils n'ont pas forcément envie d'acheter, et donc la campagne se met à mourir naturellement. C'est-à-dire qu'elle vient à coûter plus cher que ce qu'elle rapporte. Donc généralement, l'annonceur arrête la campagne et relance une nouvelle campagne. Ok? Ces principes-là, il faut qu'ils soient clairs. Maintenant, on va faire parler les chiffres. On va leur faire dire des choses et ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris une journée au hasard, donc j'ai pris le 30 mars 2021 et j'ai, depuis iMarketing, repris tous les éléments de vente de la journée. Donc,
la date, l'heure, l'agrégateur responsable de la vente, le montant de la vente et le cashback généré en dollars. Ce qui va être intéressant, c'est à partir de ces statistiques, regarder combien de campagnes a dû être lancées pour pouvoir générer le cashback de ma journée. En sachant que mon cashback à la journée, il est à 150,19 $. D'accord? J'ai fait un premier tri, puisque j'ai vu que ici on a tout un tas de marques, mais il y a des marques qui vont revenir plusieurs fois. Par exemple, si je prends une marque comme ça au hasard, Ancestry, bon, celle-là elle est qu'une fois, je prends une autre marque. Qui c'est qu'on avait? Massdrop. Ah. Si je prends, ou même Philips, si je prends Philips, je crois qu'il y en avait deux. Voilà, là il y en avait deux. Donc là, il y a eu 2 ventes qui ont été réalisées dans la même journée, donc potentiellement avec une même campagne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici mis toutes les marques. Donc il y a au total, si j'éclaircis ici, il y a au total 37 marques qui ont été vendues en une seule journée. 37 marques. Pourquoi c'est important d'avoir ces données-là? Parce que c'est avec ces données qu'on va pouvoir définir combien de campagnes a été lancées pour faire la vente. Parce qu'on est bien d'accord que je ne vais pas vendre des Decathlon avec la même campagne que je vais vendre Udemy. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes produits. Udemy, c'est une plateforme qui va permettre d'héberger des formations en ligne, des produits numériques, alors que Decathlon, on est sur un produit physique, on a un produit sportif. Donc je ne peux pas faire la même pub. Et même, je ne peux pas faire de comparateur. Je ne peux pas envoyer une publicité, une campagne de publicité sur un comparateur pour dire je te compare mon vélo pour faire du sport et je te compare derrière un hébergeur ou pour faire de l'affiliation ou pour héberger des formations. C'est 2 produits qui sont différents. Pareil pour Pandora. Pandora, on vend des bijoux. Je ne vais pas le comparer avec eBook, par exemple. Parce que là, on vend des eBooks. Donc, je ne peux pas faire un comparatif. Donc, ça veut bien dire que dans le lot, dans tout ça, il y a une campagne qui est générée par marque. On pourrait se dire aussi, pour vraiment aller très loin dans la réflexion, qu'il y ait une campagne par type de produit. Mais quand on regarde les différentes marques, elles ne concordent pas entre elles. Elles n'ont pas de lien direct entre elles. Entre eBook, Azos, Domino's Pizza, Agoda, Yves Rose, Lenovo, c'est des marques qui sont totalement différentes, avec des marchés différents, avec des thématiques différentes, et des produits à vendre différents et même des prix différents. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une campagne par marque vendue, par agrégateur. Donc dans la journée du 30 mars 2021, j'ai eu 37 marques différentes de vendues, donc 37 campagnes qui a été lancées. En sachant que le budget pub du 30 mars 2021, si on va voir mon tableau, parce que j'ai tout noté, donc 30 mars 2021, on le retrouve ici, j'ai un budget pub à 87,45 $, d'accord? Donc je l'ai remis ici, 87,45 $. Maintenant, ce qui va être intéressant de savoir, c'est combien de budget est alloué pour une seule campagne. En sachant qu'il y en a 37. Il y a 37 agrégateurs, donc 37 campagnes. C'est simple. Pour faire le calcul, on fait quoi? On fait 87,45, donc le budget pub total de la journée du 30 mars 2021, divisé par le nombre d'agrégateurs, donc le nombre de campagnes qui ont été créées. Et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? On obtient 2,36 $. Donc en gros, ça voudrait dire que par campagne, il y ait seulement 2,36 $ pour la faire fonctionner, pour commencer à vendre. Alors je ne sais pas si tu as des connaissances en pub, si tu en as, je pense que tu es déjà en train de faire des gros yeux, parce que c'est impossible. C'est littéralement impossible de vendre des sommes comme on peut voir ici, 277 $, 571 $, avec seulement 2,36 $ dans une campagne. Alors j'ai même été plus loin dans la réflexion pour continuer à faire parler les chiffres. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir quel est le coût du clic. Quand on reprend ici l'exemple que j'ai donné, quelle est l'enchère qu'a donné AI Marketing pour chaque campagne? Quelle est l'enchère? Combien est-il prêt à cliquer, à payer pour le clic? Combien a-t-il payé même? Alors, j'ai été sur les stats d'AI Marketing et j'ai repris les différents éléments. Alors, tu vas dans la partie stats. Est-ce que mon robot est toujours dans la partie stats? Ici, on a le nombre de visiteurs. Donc le nombre de personnes qui ont cliqué, en clair, pour être un visiteur, il faut avoir forcément cliqué, et le montant total dépensé de mon budget pub. Et j'ai repris ces chiffres, donc pour avoir
le coût du clic. Donc pour faire le calcul, j'ai fait 7014,45, donc le budget total depuis le début que mon robot existe, donc le budget total qu'il a dépensé, versus, donc divisé par 31 542, donc qui est le nombre de personnes qui ont visité les publicités, qui ont donc cliqué. Et comme ça, on a le coût au clic, combien ça a coûté un clic. Ici, on obtient 0,22 centimes, ce qui est totalement plausible. Hein. Quand on est dans la publicité, on sait, une enchère à 0,22 centimes, c'est tout à fait plausible. Par exemple, moi, quand je fais de la publicité, je mets une enchère à 0,50 centimes. Ça ne veut pas dire que Google Ads va s'arranger pour me bouffer mes 50 centimes. C'est juste que je me place haut dans les enchères pour gagner mes enchères. Et du coup, je suis prêt à payer maximum 50 centimes. Donc là, sur le principe, il paye 22 centimes en moyenne par clic. Alors, ça nous donne quoi comme résultat? Si on se dit qu'on fait 2,36 divisé par 0,22 pour savoir combien de clics une campagne peut générer, ici, on est à 11 clics. Une campagne génère 11 clics. C'est juste ouf de se dire que sur chaque campagne, surtout que en sachant que le calcul là, il est basé que sur des campagnes où potentiellement il y a au moins une vente. Mais dans la pub, on sait très bien que surtout si on a des montants aussi faibles, qui sont déjà improbables et voire impossibles, on sait très bien que avec ces montants-là, on va aussi lancer des campagnes qui vont générer du clic, mais aucune vente. Sur 11 clics. Combien de fois on a cliqué, toi et moi, sur des pubs et que jamais on a acheté? Et qu'on s'est même dit, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je fais sur cette pub? Donc là, c'est pareil, c'est pas possible qu'à chaque coup, à chaque campagne sur 11 clics, qu'il y ait une vente. Donc il y a aussi plein de campagnes potentiellement, si on considère que tout ça c'est réel, qu'il y ait plein de campagnes où il n'y ait pas de vente. Donc ça diminue encore le budget par campagne. Enfin, rends-toi compte un peu du truc, quoi. Donc, à ce stade, je trouve personnellement cette analyse la plus troublante que j'ai pu trouver depuis le début d'I-Marketing. Là, vraiment la plus troublante parce que là, on rentre dans le technique. D'un point de vue technique, c'est improbable. Je vais te montrer un truc. Alors, je ne suis pas du genre à envoyer mon titre comme ça. Mais si tu me suis depuis le début sur ma chaîne YouTube, j'ai quelques expériences quand même dans le monde du business en ligne, dans le monde de l'affiliation et aussi dans le monde de la pub. Je fais de la pub et je vais te montrer mes résultats qui sont des résultats qui sont, je trouve, respectables, qui sont même très bons. En moyenne, quand j'investis 1 euro, je vais gagner 30 euros. Ça veut dire que si j'investis 300 euros, derrière, je gagne 9 000 euros. Ça, c'est dans mes campagnes de pub. En gros, c'est comme ça qu'on définit l'efficacité d'une campagne de pub. Donc, je vais prendre une campagne que j'ai lancée. Donc là, et encore, ça dépend des campagnes. Parce que si tu prends par exemple celle-ci, elle m'a coûté 78 euros, elle m'a rapporté 9,97. Donc je suis perdant. Ici, elle m'a coûté 57 euros, elle me rapporte 413 euros. Ok ? Si on prend une autre campagne, parce que c'est normal, quand on fait des campagnes de pub, c'est normal d'avoir plusieurs types de résultats. On a un résultat en moyenne, mais on a aussi plusieurs types de résultats, des campagnes qui marchent moins bien que d'autres, et c'est comme ça qu'on fait des tests. C'est comme ça qu'on affine et qu'on arrive justement à avoir des vraies stratégies qui fonctionnent sur le long terme. Si on prend par exemple cette campagne-là, elle est le résultat de tests. D'accord ? Donc de petites campagnes que j'ai lancées qui m'ont rapporté 10 euros, qui m'en ont coûté 50. Ici, j'ai par exemple un résultat à 9 490 euros, donc sur un mois, sur seulement un mois, donc quasiment 9 500, et ça m'a coûté 332 euros. Tu vois ? Donc aujourd'hui, c'est des campagnes que j'arrive à faire parce que j'ai l'expérience et que j'ai mis en place différentes stratégies, parce que j'ai fait des tests et des essais avec par exemple des campagnes que je t'ai montrées juste avant. Et ça, c'est déjà des résultats qui sont très bons dans de la pub. On est sur 1 euro investi, on en gagne 30. Si on regarde Hi-Marketing et qu'on fait un ratio, on va regarder ici. Si on prend par exemple ici, là, Philips 282,61. Si je prends une calculatrice. Donc je fais 282,61 divisé par 2,36. Divisé par 2,36. Ça fait que le ratio, il est de 119. Ça veut dire que pour une campagne, là, sur cette campagne-là, on aurait gagné 119 fois plus que ce qu'on a investi. Enfin, c'est juste ouf. Et encore, on est sur des montants, là, on a des montants plus chers. On a des montants plus chers, 571. Si on fait 571,43 divisé par 2,36, on est à 242, un ratio de 242. Ça, c'est juste extrêmement troublant, sans compter que, comme je l'ai dit, ici,
J'ai enlevé toutes les marques qui étaient en double, mais il y a des marques qui sont en double, comme on a vu tout à l'heure Philips. Donc ça réduit encore le taux de conversion. Enfin, ça l'augmente plutôt. Si on prend peut-être Fanatical, je l'avais en plusieurs fois. Voilà, Fanatical, je l'ai en 2 fois. Donc ça veut dire que sur 11 clics, il y a eu 2 achats. Sauf si on considère que c'est la même personne qui a acheté les 2 achats. Mais des fois, on a 3, 4 achats. Donc, et c'est des achats avec des montants qui peuvent être totalement différents. Et on est bien d'accord qu'ici, sur un achat, c'est un panier. C'est-à-dire que la personne, si c'est la même personne, c'est-à-dire qu'elle a validé son panier, elle veut se faire livrer, elle se dit, j'ai oublié un truc, elle reva, elle refait une commande et elle se... Tu vois, enfin, c'est ouf quand même. Là, c'est complètement ouf. Donc, ça, c'est mon analyse qui est basée sur des chiffres. Et je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses de ce que je viens de te présenter, de ce que je viens d'évoquer en termes de résultats. Et que tu puisses derrière, soit me dire que j'ai tort et pourquoi j'ai tort dans mon analyse, soit me dire que j'ai raison et pourquoi tu penses que j'ai raison. En tout cas, encore une fois, on est sur la fin d'une enquête pour moi. On s'approche de plus en plus vers un dénouement, vers quelque chose qui s'éclaircit. Et on va passer tout de suite donc au 3e chapitre de cette vidéo. Ma recommandation personnelle, étant donné la situation, étant donné les éléments qu'on a autour d'AI Marketing, en fait, il y a 2 profils. Soit tu corresponds aux personnes qui a déjà investi dans AI Marketing, et dans ce cas-là, forcément, voir ce type de vidéo, ça doit être compliqué, ça doit être très difficile à encaisser, et ça doit faire peur. Donc, quelle est la réaction à avoir? La meilleure réaction dans ton cas, c'est de retirer le plus vite possible tes fonds propres, et de laisser tourner les cashbacks en plus que tu as générés. Comme ça, tu sécurises au maximum et tu laisses, vu qu'il y a toujours une partie de doute, il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas, et du coup, laisse tourner encore ton cashback parce qu'on laisse planer le doute. On ne va pas quitter le navire alors qu'il y a quand même il y a peut-être 1% de chance que ce soit vraiment du concret, qu'il y ait vraiment une vraie opportunité derrière. Donc on laisse continuer, on laisse à faire tourner le cashback, mais on retire le fonds propre pour pouvoir sécuriser. Si maintenant tu fais partie du profil de personne qui n'a pas investi, attends. Attends avant d'investir. Pourquoi? Parce que si c'est une vraie opportunité, elle fonctionnera toujours demain. Si c'est vraiment quelque chose qui est révolutionnaire, ça fonctionnera toujours demain. Donc, il sera encore temps, quand les choses seront un petit peu éclaircies, qu'on aura peut-être un peu plus d'éléments et que AI Marketing sera plus transparent dans cette histoire, à ce moment-là, tu pourras prendre une décision d'investir. Mais en attendant, je te conseille justement d'attendre. Et la question qui se pose beaucoup ici, c'est si c'était un Ponzi, combien de temps ça peut durer? Franchement, ça peut durer pas mal de temps. Je ne sais pas réellement où ils en seraient si c'est un Ponzi. Ça peut durer pas mal de temps parce qu'ils sont en train de développer beaucoup de choses. Par exemple, le fait de lancer une carte de cashback peut faire gagner de la confiance et du coup peut faire amener des investisseurs. Demain, s'ils sortent le produit que j'ai vu dernièrement, depuis un moment, AI Assistant, ça peut encore renouveler quelque chose, renouveler un engouement et refaire investir les gens. Donc, vraiment, ça peut durer un moment. Par contre, ce qu'il faut que tu comprennes, et ça je vais l'expliquer tout de suite après concernant la nature d'un Ponzi, la nature d'une arnaque, d'un scam, il faut que tu comprennes que le Ponzi est tout à fait possible. Parce qu'il y a plein de questions justement qui viennent en disant mais attends, mais comment c'est possible que ce soit un Ponzi? Parce qu'on gagne tellement d'argent sur AI Marketing, comment il ferait pour payer avec le petit 1000 € de la personne qui va rentrer ou le petit 100 €, enfin 100 $. Moi j'ai une question à poser et qu'il faut que tu te poses à toi-même, toi qui regardes cette vidéo. Combien tu as ressorti? Combien tu as retiré d'argent concrètement? Et combien tu as investi? Et combien de personnes n'ont pas sécurisé? Parce que justement, l'argent, ça monte à la tête. Et que quand on fait du 80% de rendement, 50% de rendement, on se dit, wow, attends, je fais un petit plan là, je vais investir pendant 1 an et puis je serai millionnaire. Donc on fait que réinvestir le cashback. Et moi le premier, depuis que je suis rentré, c'est seulement maintenant que je retire mes fonds propres parce que je sens qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Donc il y a combien de personnes qui font ça? Et donc, c'est pour ça que je dis que le jour où il y a vraiment une défiance qui se fait autour d'AI Marketing, que les gens vont commencer à retirer, si c'est un Ponzi, c'est là où il risque vraiment de s'effondrer. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à sortir ses fonds propres, parce que si c'est pas un Ponzi, en sortant ses fonds propres et en faisant juste travailler le cashback, il ne devrait pas s'écrouler. Il ne devrait pas s'écrouler puisque l'argent serait du réel. Si le cashback généré n'est pas du réel, dans ce cas-là, il devrait s'effondrer à partir du moment où tout le monde retire ses fonds propres. Et j'en viens à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'un Ponzi, c'est plus grave que ce que tu imagines. Le fonctionnement d'un Ponzi, il est juste catastrophique pour la majorité des gens parce qu'il est sur un système pyramidal. Si tu as au départ quelqu'un qui est à la tête, il va ensuite ramener 2 personnes qui va ramener de l'argent, qui va payer lui, etc., etc. Et on n'a que ça.
que ça, que ça, que ça. D'accord? Ça n'arrête pas de grossir. Et ce qui fait que quoi? Ce qui fait qu'à un moment, on arrive à un système de saturation où il faut trop de personnes qui rentrent dans la pyramide pour payer les autres qui continuent à générer du cashback. Donc, quand on voit le schéma ici, si on le continue un petit peu et juste dans les angles, on voit quoi? On voit qu'au final, à la fin du schéma, c'est 80% des gens qui sont arnaqués, qui perdent leurs investissements. Parce que au départ, juste sous le principe, les premiers qui seront rentrés, c'est eux qui généreront le plus de cashback, mais au détriment de qui? Et en allant voler qui? Parce que quand on est dans un Ponzi et qu'on est conscient que c'est un Ponzi, ça s'appelle du vol. Et d'ailleurs, c'est ce que la justice dit. Pour rappeler juste un petit principe de base, l'affaire Madoff, je ne sais pas si tu connais, mais l'affaire Madoff, c'est quelqu'un qui a pratiqué... Donc Madoff, c'est quelqu'un qui est d'ailleurs décédé depuis peu de temps et qui avait pratiqué pendant 40 ans un Ponzi. Quand le Ponzi s'est écroulé, il y a des gens qui se sont suicidés. Et même pour aller encore plus loin dans ce principe, la justice a dit, et c'était le compte-rendu, que ceux qui ont gagné de l'argent ont dû rembourser ceux qui en avaient perdu. Tu vois l'impact un petit peu les conséquences qu'il peut y avoir. Et pour terminer cette vidéo, il y a une phrase que j'entends de plus en plus et qui franchement m'énerve un petit peu, c'est qu'on n'arrête pas de dire « ouais, c'est très français de critiquer, c'est très français de pas croire ». Et juste 2 minutes, on va se repositionner un petit peu. On est en train de parler d'un business dans lequel on va investir nos fonds propres. Plus que ça, on va au bout d'un moment peut-être avoir confiance, conseiller à sa mère d'investir, à son frère, à sa sœur, à ses voisins, à ses amis. Et quand tout s'effondre, comment on fait par rapport aux gens aux qui on a conseillé de rentrer dans le business, de rentrer dans le système? On a un devoir de commencer par ne pas croire au système pour enquêter et ensuite avoir une véritable idée, en fait, une véritable lumière autour du business pour être sûr à 100% lorsqu'on investit. C'est un devoir de faire ça. Et ce serait du suicide financier, moral et intellectuel de se dire « Ok, moi j'ai confiance simplement en un fragment d'information. » Parce que c'est ça qu'on a. On a des fragments d'information. Et c'est à partir de ces fragments qu'on fait des enquêtes parce qu'on ne veut pas nous en dire plus. Alors on peut dire qu'on ne nous en dit pas plus pour des raisons économiques par rapport au fonds d'une entreprise, au fonds d'investissement, au fonds de business d'une entreprise, mais au fond, on est en train de nous dire là qu'il faut qu'on investisse de l'argent sans avoir confiance. Alors, si être français, c'est justement réfléchir avec intelligence, je suis fier d'être français. Et j'espère que vous êtes tout autant français que moi. Et juste, j'en profite juste sur un dernier point. Un tout dernier point pour confirmer une chose. Je vais tout en bas de la page iMarketing et il y a une nouvelle adresse qui s'est intégrée, qui est en Russie. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça, surtout qu'ils ont communiqué sur le compte Telegram en disant que voilà, c'est pour telle ou telle raison. Ok. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est ce que je vais vous montrer. Je n'avais pas prévu de vous le montrer dans cette vidéo. J'espère que ça fait pas trop longtemps que je vous saoule. Ah, ça fait quand même un moment. Je suis désolé, et c'est pour la bonne cause. On va aller un peu plus loin. Je vais aller rechercher l'adresse d'iMarketing, qui est donc en Russie. Dernière adresse, c'est celle-ci. Voilà. Et on va voir sur quoi on va tomber. Moi, j'ai déjà regardé, et je suis un petit peu perplexe sur ce que j'ai vu. Voilà. Ça, c'est la 3e adresse. Donc, 3e adresse qui est stipulée donc, en Russie pour iMarketing. Alors, encore une fois, il peut y avoir toutes les excuses. On peut trouver toutes les excuses du monde en disant « Ouais, mais en fait, c'est juste quelque chose par rapport à... pour éviter qu'ils payent trop de charges et du coup, il n'y a personne dedans. » Bah oui, c'est normal, il n'y a personne dedans parce que c'est juste pour des papiers, pour l'administration, pour trucs. Mais ça, c'est certain. Mais quand on demande aux gens d'investir, enfin, un minimum, on prend quelque chose d'un peu plus correct. Et même si on doit payer 1 000 ou 2 000 euros par mois de loyer, ça va nous rapporter beaucoup plus parce que derrière, c'est des entreprises qui savent très bien qu'ils vont être scrutées dans les moindres détails parce que les gens, ils investissent, pour certains, leur vie dedans. Ils investissent des fonds de ouf. Donc ça, pour moi, ça pue, quoi. Franchement, ça craint. Ça craint. Et je referai une vidéo, bon pas maintenant parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur iMarketing et je pense qu'il y a j'ai d'autres enquêtes qui sont en cours et il faut que ça avance aussi. Mais j'en ferai une autre quand même sur la fameuse carte de cashback parce que pour bien vous montrer qu'une entreprise qui a de l'argent, elle peut faire une carte de cashback. Quelqu'un qui fait une carte de cashback, c'est pas forcément une entreprise fiable. Il faut juste
quelqu'un qui soit capable de l'imprimer, de la créer, la carte de cashback. N'importe quel prestataire le fait à partir du moment où on le paye. Il faut des partenaires financiers. Et puis ça aussi, c'est possible de trouver. Et d'ailleurs, je t'invite à faire des recherches sur Profit25. Profit25, c'était une entreprise qui a duré, c'était un Ponzi pour le coup, qui a duré 2 ou 3 ans. Mais à la fin du Ponzi, les utilisateurs de leur plateforme, ils avaient une carte bleue. Ils allaient au guichet et tu peux retrouver, tu tapes Profit25 sur YouTube, tu peux retrouver, allez, on va juste prendre le temps. Juste, je veux m'assurer que on prenne le temps. On va aller regarder Profit25. Il y a des gens qui sont au guichet qui retirent. Pour vendre. Et le truc, il s'est comment ça s'appelle? Le Ponzi s'est écroulé quelques temps après. Et d'ailleurs, au passage, Profit25, juste pour que tu le saches, à ton avis, le fonds de commerce, il était sur quoi? Je te le donne en 1000. Il était sur la vente de publicité. Ok, donc Profit25 est mort. Profit25, la vérité. Voilà, Profit25, preuve de retrait. Ici, on a des gens, ils retirent. Ici, ils retirent. Preuve, retrait, carte, Mastercard, Profit25. Donc voilà, il faut vraiment faire attention aux communications qu'il peut y avoir autour de l'entreprise et aller un peu plus loin. Il faut être de bon français et aller vraiment rechercher au fond des choses et aller au fond de l'enquête avant d'investir sa vie dedans. Profit25, j'ai recherché, il y a des mères de famille qui ont investi tout leur capital dedans et tout a été perdu parce que ça a été les derniers à investir. Dans un Ponzi, c'est 80% des gens qui se font ruiner, qui se font arnaquer, tout du moins. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai été un peu plus dans le détail et dis-moi ce que tu en penses dans cette vidéo, c'est important, en commentaire de cette vidéo, c'est important pour moi aussi. Et encore une fois, peut-être que je me trompe, là j'ai dit les choses un petit peu avec le cœur, surtout à la fin de la vidéo, parce que je veux pas qu'on se retrouve dans je sais pas combien de temps ça va durer si c'est un Ponzi, mais qu'on se retrouve avec plein de personnes qui se retrouvent à avoir perdu énormément d'argent parce qu'ils ont fait confiance injustement à une entreprise. En tous les cas, le business en ligne, je le dis, je le répète à chaque fois, c'est pas toutes ces opportunités d'investissement. Ces opportunités d'investissement, c'est un plus, c'est quelque chose de supplémentaire à ton capital financier. Il faut surtout pas que tu investisses plus que ce que tu peux perdre. Et il faut que tu trouves un modèle économique qui t'est propre pour que tu puisses devenir indépendant financièrement. Et il y a des tas de solutions qui existent sur Internet. Quand j'ai commencé à faire mes recherches il y a quelques années de ça pour commencer dans le business en ligne, j'ai appliqué une méthode très simple qui m'a permis de gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. Et c'est une méthode parmi tant d'autres. Si tu veux avoir accès à des méthodes qui sont justement exclusives et qui sont inédites en France, je te laisse cliquer sur le lien en description de la vidéo, t'inscrire et on se retrouvera de l'autre côté avec tout un tas de méthodes qui te seront partagées pour que tu puisses faire tes premiers pas. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée. Arrête de te prendre la tête et passe à l'action dans les choses intelligentes qui te font réellement cheminer vers l'indépendance financière. Ciao.